3 mois du premier tour de la présidentielle française, coup d'œil sur la campagne électorale, c'est le grand angle de ce vendredi 7 janvier. À moins de 4 mois de la présidentielle, l'affaire est tout sauf écrite d'avance. Selon les derniers sondages, c'est le président pas encore candidat qui maintient le mieux le cap. Emmanuel Macron a focalisé l'attention médiatique cette semaine à coup de petites phrases au langage fleuri. La gauche s'englue dans sa division, la droite s'étale sur l'extrême droite de l'échiquier politique, avec un candidat stable mais qui ne parvient pas à enclencher une nouvelle dynamique, Éric Zemmour, un candidat atypique auquel vous consacrez un nouveau livre. Bonsoir Noël Mamère. Bonsoir. Bienvenue dans 64 minutes. Vous êtes retraité de la vie politique, ancien candidat écolo à la présidentielle de 2002. Vous sortez avec Patrick Farbias cet essai, Le cas Zemmour, comment en est-on arrivé là, aux éditions Les Petits Matins. En 2014, vous lui aviez déjà consacré un livre. Vous êtes obsédé par Éric Zemmour ? Non, pas du tout, pas obsédé, mais je considère qu'il est un danger pour la République, qu'il incarne aujourd'hui une victoire culturelle d'une certaine manière, des idées de droite hors les murs et de l'extrême droite qui ont commencé à se construire par un combat idéologique mené par le GRES notamment, ce groupement qui a été créé par Alain de Benoît, et il est dans la lignée de ce que l'on a étudié dans ce livre, les révolutions conservatrices, depuis d'ailleurs la République de Weimar en passant par Reagan ou Thatcher. Et donc aujourd'hui, quand on voit la somme des opinions de droite et d'extrême droite qui peuvent aller jusqu'à 40 à 45%, on est en droit de se dire que Zemmour est un homme dangereux. Il est d'autant plus dangereux qu'il n'est pas seul, qu'il a derrière lui une partie de la bourgeoisie française et du capitalisme français. Et qu'en conséquence, il connaît un certain succès quand même. Comment vous l'expliquez et qu'est-ce que ça dit de la France de 2022 ? Ça dit beaucoup de l'impensé politique de la droite et de la gauche qui, l'une et l'autre, ont commis beaucoup d'erreurs et ont procédé à une sorte de glissement progressif vers un néolibéralisme qui a ouvert la porte à Zemmour et à l'extrême droite. Donc il y a un terreau fertile pour sa candidature, c'est ça que vous dites ? Je pense à une gauche qui, depuis les années 80, a renoncé à un certain nombre de ses valeurs, et à une droite qui s'est comportée d'une certaine manière comme des braconniers sur les terres de l'extrême droite, en utilisant d'ailleurs les mêmes mots. Quand vous regardez la primaire de la droite qui a eu lieu récemment, vous voyez que les débats ont été surplombés par Zemmour. C'était en quelque sorte comme une sorte de référence à Zemmour. Et quand on regarde Madame Pécresse mener campagne, j'allais dire lui colle au train, pour employer une expression un peu vulgaire, Éric Ciotti, qui est l'incarnation de cette droite dure et qui d'ailleurs, au cours de la campagne, n'avait pas hésité à dire que si il y avait un deuxième tour Macron-Zemmour, il voterait Zemmour. Donc on est là dans cette situation où il y a une sorte de défaillance de la droite républicaine, ce qu'il faut absolument regretter. Il faudrait que cette droite républicaine retrouve ses deux jambes et une gauche qui est, comme vous le voyez, en état de grand délabrement. Vous le placez où sur l'échiquier politique ? Éric Zemmour, c'est l'extrême droite. Il est d'ailleurs l'incarnation de cette extrême droite dont avait voulu s'éloigner d'une certaine manière Madame Le Pen pour se redonner une caution qui ferait moins peur, mais on est dans le même schéma que celui de l'extrême droite classique. Mais vous comprenez qu'il se extrême droite xénophobe, homophobe, antiféministe. Mais vous comprenez qu'ils se disent gaullistes ? C'est compatible ? C'est absolument pas compatible. Mais vous savez, dans son bouquin, La France n'a pas dit son dernier mot, que nous avons essayé de déconstruire dans ce livre, Le cas Zemmour, comment on est arrivé là, il n'hésite pas à mentir, à travestir l'histoire. Donc il construit son propre récit. Et donc il fait parler les morts, c'est sa grande spécialité. Il fait parler Lévi-Strauss, il fait parler Madame Veil, il fait parler le général de Gaulle. Donc il fait parler ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas lui répondre. Et il travestit l'histoire pour construire son propre récit. Il parle d'immigration, de questions identitaires, les Français sont plutôt inquiets de leur pouvoir d'achat, par exemple, d'éducation, de santé. Sur ces questions-là, que propose Éric Zemmour ? Mais il propose rien du tout. Il propose simplement de construire une France qui ressemblerait à un cimetière dans lequel il n'y aurait pas d'Arabes, pas de musulmans, il n'y aurait pas d'homosexuels, il n'y aurait pas de femmes. Bref, c'est une France qui serait invivable d'ailleurs. Mais donc s'il n'a pas de proposition concrète pour la vie des Français, pourquoi ce succès ?
Parce que, si vous voulez, il joue sur les peurs des Français. Vous voyez bien que nous sommes dans une période de grande incertitude. Incertitude par rapport à notre santé, avec la pandémie qui est devenue un fait social total. Incertitude par rapport à l'environnement, avec les événements climatiques qui se multiplient et qui annoncent des jours difficiles. Incertitude par rapport à son travail. Beaucoup de gens sont en situation précaire aujourd'hui. Augmentation des inégalités et incertitude des parents pour leurs enfants, dont ils se disent qu'ils vivront plus mal qu'eux. Donc l'ensemble de ces éléments qui sont liés à l'augmentation des inégalités et à un néolibéralisme qui a été finalement assez destructeur, eh bien, ils se réfugient vers ceux qui apportent de l'ordre dans la confusion, si je puis dire, et qui inventent des ennemis de l'intérieur. Noël Mamère, nous sommes à peu près 3 mois du premier tour de la présidentielle. On va s'intéresser plutôt à votre famille politique. Qu'en est-il de la gauche? Est-ce qu'on peut encore sauver les meubles face à une gauche complètement divisée? On peut toujours espérer, on peut toujours rêver, mais disons qu'à 3 mois de l'élection... Un candidat de gauche au second tour, vous y croyez? Il y a 5 candidats de gauche pour le moment. Et les 5 candidats de gauche nous disent tous, chacun dans son couloir, nous voulons mener campagne pour le climat et pour la justice sociale. Ils sont tous d'accord pour dire ça. Mais ils veulent le dire chacun de leur côté. Il y a l'idée de cette primaire. L'idée de la primaire vous la populaire. Soutenez, mais est-ce qu'à 3 Bien sûr mois que du je premier soutiens la tour, c'est pas primaire trop tard populaire. quand même? Je ne sais pas si c'est trop tard. On est à 3 mois du premier tour. On ne devrait pas entendre des candidats de l'écologie comme de la gauche dire cette primaire populaire, ça veut rien dire. On n'en veut pas du tout. Ils devraient discuter avec ceux qui l'ont organisé. Parce que ceux qui l'organisent, ils n'appartiennent pas à des partis politiques. Ce sont des militants, des activistes de l'environnement, des activistes dans le domaine social. C'est la société civile, c'est cette société civile. Mais c'est quoi, ça, aller chercher un homme ou une femme providentielle? Mais il ne s'agit pas d'aller chercher un homme ou une femme providentielle. Je pense que Mme Taubira a cru un instant qu'elle pouvait l'être. Et quand la gauche cherche un homme ou une femme providentielle, c'est un aveu de faiblesse. La gauche, elle n'a pas besoin d'hommes ou de femmes providentielles. Elle a besoin d'un projet. Le projet, il est là. Il a été proposé, d'ailleurs, après discussion avec les partis politiques par la primaire populaire. C'est ce qui s'appelle le socle commun. Et nous savons très bien que la gauche pourrait s'unir sur un certain nombre de points d'un programme ou d'un projet qui serait une véritable, non pas une disruption, mais qui serait une véritable alternative à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais une présidentielle, c'est l'incarnation d'un pouvoir. Il faut quand même une figure. Ça pourrait être qui aujourd'hui? Mais je n'ai pas à faire l'arbitre des élégances. Je pense que la transformation de la société, elle se fera autour des questions que pose l'écologie. Ça, c'est une évidence. Donc on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas d'écologistes candidats à l'élection présidentielle et que les écologistes ne comptent pas dans la transformation de la société. Est-ce que les conditions sont réunies pour que ça se fasse autour de l'écologie? Je n'en suis pas sûr parce qu'il y a trop, je ne parlerai pas d'égoïsme, mais il y a trop de réflexes d'autodéfense de chacun des partis politiques qui en fait ont déjà fait pour beaucoup d'entre eux une croix sur la présidentielle et qui préparent l'après-présidentielle. Lui qui n'est pas favorable à cette primaire? Je ne dis pas qu'il est égoïste, je dis que Yannick Jadot, il incarne, après une primaire qui a très bien fonctionné chez les écologistes, le projet des écologistes. Et donc je ne vois pas au nom de quoi Yannick Jadot se retirerait de telle ou telle compétition, en particulier de la présidentielle. Un mot pour le qualifier son programme. Le programme de Yannick Jadot, il est connu, c'est un programme qui ne date pas d'aujourd'hui. Les écologistes ne sont pas nés hier soir. Les idées des écologistes, elles remontent au 19e siècle. Et nous avons eu un grand candidat à la présidence de la République qui a laissé beaucoup de traces. C'est René Dumont en 1974. Depuis, il y a toujours eu des candidats aux élections présidentielles, sauf en 2017. Le programme des écologistes, c'est un programme d'émancipation, c'est un programme de libération, c'est un programme réaliste. L'utopie aujourd'hui, c'est... Mais totalement. L'utopie aujourd'hui, c'est de continuer avec le système dans lequel on est, dont on voit bien qu'il nous mène dans le mur. Et le projet réaliste, c'est un projet écologiste, mais les écologistes n'apporteront pas des réponses tout seuls. On n'a jamais autant parlé d'écologie. On voit une jeunesse qui se mobilise dans la rue. Yannick Jadot devrait être la rockstar de cette campagne. Or, cette campagne peine à démarrer. Mais, comment vous l'expliquez? Et parce qu'il y a toujours un temps de décalage, malheureusement, entre le temps politique et le temps de la société, il y a toujours eu un décalage. Bon, les écologistes, moi j'appartiens à cette génération qui a été vilipendée. On a vu, pardonnez-moi, dans d'autres pays, les écolos, les Verts, surfer sur une vague qui les portait. Ça n'est pas le cas de la campagne de Yannick Jadot. Pour plusieurs raisons. Alors on va pas, c'est sans doute trop long de l'expliquer.
expliqué ici. Quand vous avez par exemple des Allemands, des Verts allemands qui sont aujourd'hui dans une coalition, c'est parce qu'il y a un système proportionnel qui permet de le faire. Quand en 97, nous avions fait 7,5% aux élections législatives, nous avons eu 6 députés. Les Allemands, les Verts allemands avaient fait exactement le même score, ils ont eu 51 députés. Le rapport de force était quand même tout à fait différent. Donc il y a les systèmes électoraux qui nous condamnent. Il y a le fait que pendant longtemps, l'écologie a été considérée en quelque sorte comme subalterne, comme une sorte de petit plus, et sauf qu'aujourd'hui, elle est devenue centrale. Eh bien, elle est devenue centrale dans l'esprit des Français, qui la classent toujours en 3e ou 4e position, après les questions de santé, après les questions de pouvoir d'achat, après les questions d'éducation, qui sont prioritaires, et sur lesquelles d'ailleurs l'écologie a des réponses. Mais avant que ça devienne avant de trouver une traduction politique, c'est un petit peu compliqué, en effet. C'est vous qui avez eu peut-être la meilleure traduction politique, en tout cas à titre personnel. Vous êtes présenté à cette présidentielle en 2002, remportée par Jacques Chirac. Puis il y a eu Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Tous ont été élus. Ce dernier assume ses propos polémiques de cette semaine où il disait, je cite, vouloir emmerder les non-vaccinés. Qu'est-ce que ça dit de la politique en 2022 et de cette campagne électorale? Comment vous analysez ces propos? Ça dit beaucoup de mauvaises choses de la politique, en particulier du président de la République, qui a fait un coup politique pour essayer de cornériser, pour employer une expression triviale, Madame Pécresse, mais il ne fait que contribuer à polariser encore un petit peu plus la société française, qui est déjà suffisamment divisée. Vous avez un candidat comme Zemmour qui s'invente des ennemis de l'intérieur avec les musulmans, et maintenant on aurait d'autres ennemis de l'intérieur qui s'appelleraient les non-vaccinés. Moi, je suis évidemment pour la vaccination, j'ai été vacciné 3 fois, mais je pense qu'un président de la République ne peut pas s'exprimer de cette manière, et qu'en faisant ce choix cynique de qualifier les non-vaccinés d'emmerdeurs et de dire « je vous emmerde », je pense que c'est une manière d'abord triviale et vulgaire de s'exprimer, et c'est une façon de parler d'ailleurs comme l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, elle est aussi vulgaire dans ses expressions. Et donc je pense que quand un président de la République parle comme les extrêmes, ça veut dire qu'à sa manière, lui aussi, il est un extrémiste. Le cas Zemmour, comment en est-on arrivé là? C'est votre livre, Noël ma mère. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans ces 34 minutes. Merci de m'avoir invité. Merci.